Donc c'est surtout l'idéologie, puis le fait que son pays était envahi et qu'il n'y avait pas de raison, il voulait la liberté, comme les Ukrainiens, ils ont été envahis, comme les Palestiniens ont été envahis. La guerre est déclarée, il n'avait que 20 ans. Vous avez quel âge? 15, 16. 16, voilà. Bon. Donc lui, donc je vous l'ai expliqué, il est né à côté de Tours. Maintenant c'est dans la ville de Tours, c'est à Saint-Symphorien. Il a été à l'école comme tout le monde, on ne pouvait pas. Et son père, suite à la crise de 29, vous avez entendu parler de la crise financière de 29, donc il est arrivé en France vers les années 32 à peu près, hein, 30-32. Son père, qui avait une usine de tannage de cuir, a été ruiné. Donc ils se sont tous réfugiés à Paris, c'est-à-dire que ses parents, son père, sa mère, lui et sa sœur. Et là, comme il s'était ruiné, il était obligé de commencer à travailler. Et à 13 ans, il a commencé à travailler. Alors il a commencé par faire comme apprenti pour faire des prothèses dentaires, mais ça ne lui plaisait pas du tout. Donc après il est allé apprendre l'imprimerie. Et là il a été créé compagnon d'imprimerie. Et donc après vers je ne sais plus quelle année, il a commencé à travailler. Il est allé travailler dans l'imprimerie tout de suite chez Fnac, puis après il a été chez Renault. Chez Renault, quand la guerre est déclarée, il s'occupait de la publicité, du format, de l'information. Avec la guerre, évidemment, ce bureau a été fermé. Donc on l'a orienté vers, je ne sais pas comment appeler ça, un atelier où il a appris à redresser la mécanique, si vous voulez, pour redresser des Renault, donc qui s'appelaient les Juva 4 à l'époque. Et il a commencé le travail, voilà, sa première carte de travail. Mais je peux vous la montrer, sa carte de travail, quoi qu'elle soit en photo là, mais je l'ai aussi. Après, vous avez tous les détails là, mais voilà. Alors, il était aussi quand même quelqu'un d'assez dynamique et parce que non seulement il travaillait, mais il s'occupait aussi, il faisait de la politique. Il était dans ce qu'on appelait les Faucons Rouges. Les Faucons Rouges, ça correspondait aux scouts de l'époque, hein, mais les scouts laïcs. Les Faucons Rouges, c'est des scouts chrétiens, les Faucons Rouges, mais c'est la même chose. Il s'occupait, est-ce que vous avez entendu parler des auberges de jeunesse? Voilà, bon, il s'est occupé d'auberges de jeunesse aussi. Il a même été, vous le verrez, secrétaire national des auberges de jeunesse. Donc, quand la guerre, après, les administratifs sont partis et lui, il est resté à Paris. Et là, il a aidé beaucoup de gens. Il a caché des militaires qui n'étaient pas, qui ne voulaient pas rentrer chez eux ou se faire emprisonner. Il a caché des juifs. Enfin voilà, il a caché beaucoup de choses. Et puis il a continué, il est rentré donc officiellement dans la résistance, c'est-à-dire qu'il a fait partie du BCRA. Ça vous dit quelque chose, le BCRA? Alors il est resté en France presque tout le temps. Il a juste fait 2 fois, dans le cours les 4 ans de la guerre, il a été 2 fois à Londres. Une fois en avion, une fois en bateau. Il a été reparachuté en France, mais il n'est pas resté longtemps à Londres, juste pour amener des renseignements, qu'on lui donne des choses et qu'on le forme, mais c'est tout. Son action était la force française intérieure, qui est devenue, après De Gaulle a réuni les deux, ça a fait la force française combattante. Et c'était quoi les actions exactement de renseignement qu'il menait? C'est de l'espionnage? Oui, c'est un peu de l'espionnage. Par exemple, vous direz ça peut-être dans le livre, mais lisez peut-être que la partie résistance. Son premier test, disons, on lui a confié, donc vous connaissez peut-être pas, il y avait des boîtes où les Allemands et les Français allaient le soir, hein, donc il y avait le Moulin Rouge. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Voilà, bon. Donc il était chargé de relever les numéros des uniformes des Allemands qui assistaient au spectacle. Et en relevant les numéros, évidemment, on savait que c'est les soldats qui avaient ces numéros, on connaissait leur régiment. Le régiment n'était pas sur le front. C'était un renseignement qui intéressait les Anglais, enfin bon, les services secrets. Après, il a été aussi bombardé à la Palisse. Vous savez qui construisait, la construction du mur de l'Atlantique.
Il y a eu des... Vous serez obligé de dire un petit peu plus là. Enfin, bon, mais c'est tout simple, hein, c'est tout petit. Les Allemands, pour empêcher les débarquements, avaient construit tout le long de l'Atlantique, faisaient construire par les prisonniers, hein, bien sûr, pas par eux, des blocos. Voilà, qu'on trouve d'ailleurs encore quelques traces. Où est-ce qu'on en trouve? Pas loin d'ici, il y en a. Mais ici, ah oui, en Normandie, il y en a beaucoup, hein, oui, bien sûr, à Avranches et tout ça. Mais il y en a aussi en Bretagne. Alors, je crois qu'il y en a un à Bénodet. Alors, moi, quand j'étais petite, j'en ai vu plein, à peine 13. Je ne sais pas s'il en reste encore. Enfin, il y a toute la côte atlantique avait été bétonnée, disons, et il avait construit. Et donc, lui, il avait fait une mission, il était parti de Paris. Il a plastiqué par la construction elle-même, mais les logements où il y avait des soldats, pas des soldats, des prisonniers, mais les prisonniers n'étaient pas là. Donc il a fait ça, il a fait... si vous voulez, les groupes de renseignement, c'était très fermé. Hein. Ils connaissaient une ou deux personnes, mais ils ne se communiquaient pas entre eux du tout. Parce que, évidemment, si un était pris, ben, ils donnaient les noms des autres. Donc il fallait, c'était très fermé. On connaissait une personne qui elle-même connaissait une autre, c'est tout. Bon, Maurice était chef, donc il a récupéré, je ne sais pas comment on peut dire, pas récupéré, mais entraîné dans son groupe. Donc c'était Agathe Thermopyle, là je pense. Alors, pour vous dire au point de départ, Maurice était trotskiste. Ça vous dit quelque chose, les trotskistes? Mais c'est les trotskistes du début. Hein. Donc, d'ailleurs, il a vu Léon Trotsky à Paris. Il a servi de garde du corps à un moment quand il est venu, il a défilé dans Paris, enfin, peu importe. Et donc c'est par les trotskistes qu'il a commencé à faire la résistance. Après il s'est intégré comme tout le monde dans le mouvement, mais lui c'était ni Hitler ni Staline, hein, il ne voulait ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, parce que tout ça c'est un peu de politique quand même, mais bon, c'est sa vie à lui, enfin je veux dire, voilà, il a commencé comme ça, et donc il a fait plusieurs actes de résistance, et puis il recevait de Londres, par exemple, il recevait de l'argent pour payer les agents de renseignement. Donc on lui envoyait par quelqu'un, par bateau, pas bateau, n'importe quoi, par avion, par n'importe quoi, il recevait lui, et c'était lui qui était chargé de payer les gens, parce que si les gens qui étaient dans la clandestinité ne travaillaient pas souvent, il fallait qu'ils puissent manger. Donc il était chargé, comme chef, il était chargé de répartir aussi cet argent. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Plein de choses. Enfin, il a fait... c'est tellement... les Français, je ne sais pas si vous avez interviewé des gens qui ont fait de la résistance en France. Pas directement. Pas directement. Si vous voulez, eux, ils avaient tout le temps peur, quoi. Ils étaient tout le temps sur le qui-vive parce que ils pouvaient être arrêtés. En plus, ils avaient tous des faux papiers. Hein. Maurice s'est appelé, il a eu deux noms, Le Gris, je crois, Héros. Et bon, il se baladait toujours avec des faux papiers. Et il fallait faire attention, etc. Et donc, voilà. Ils étaient tout le temps, un petit peu sur le qui-vive. Et puis un rendez-vous, quand ils avaient donné rendez-vous à quelqu'un, c'était à 1h. Et en s'approchant, il regardait autour s'il n'y avait pas les Allemands. Toute sa vie, par exemple, et je peux vous le dire, parce qu'il est décédé, il avait 99 ans, toute sa vie, quand il est rentré dans un café, il ne s'est jamais mis la porte au dos. Le dos, pardon, à la porte. Enfin, il fallait qu'il voie qui pouvait rentrer. Parce qu'il avait ce souvenir qu'il fallait surveiller qui pouvait rentrer pour pouvoir s'échapper si c'était possible. Donc toujours, même 50 ans après, quoi. Il continue à avoir cette espèce d'envoi. C'est pareil, il n'aimait pas aller au cinéma. Et on n'a pas été pratiquement pas au cinéma, parce qu'il n'aimait pas savoir qui n'était pas à côté de lui. Bon, moi j'étais d'un côté, mais de l'autre côté, il ne savait pas. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas été au cinéma depuis au moins 40 ans. Parce qu'il n'aimait pas ça. Voilà, bon, c'est tout. Son père était socialiste un petit peu. Hein. Son père avait fait la guerre de 14. Il avait été blessé d'ailleurs. Et donc, Maurice, il était dans la mouvance. Hein. En 1935, il était trotskiste. Et après, vous voyez, en 1936, là, tout est marqué là. Il adhère au Faucon Rouge, proche des jeunes socialistes. Parce que je vous ai dit, les Faucons Rouges, c'était les scouts de l'époque. Ensuite, bon, il rentre imprimeur chez Renault. Il est secrétaire général en 1940. Vous voyez, des auberges, du côté laïque, des auberges de jeunesse. Alors, voilà.
après, toute sa vie, il a toujours été de gauche, disons, hein, mais toute sa vie, il a d'abord trotskiste, ensuite jeunesse socialiste, ensuite il est passé par le PSU, le PSA, PSU, et ça c'est des choses qui ne vous disent pas grand-chose. PSA, PSU, non pas vraiment. Non, Parti Socialiste Unifié, Parti Socialiste Autonome. Bon, c'était, si vous voulez, après la guerre, c'est comme maintenant, hein, vous avez plein de partis, ils ont des idées un peu communes, mais ils se bagarrent entre guillemets, hein, mais voilà, là c'était pareil. C'était déjà comme ça, c'était pas nouveau. Donc chacun défendait son idée, donc il y avait plein de petits partis. Alors après, on arrivait à faire des unions un petit peu, comme Mélenchon l'a fait, mais enfin bon, ça ne marchait pas toujours non plus. Hein. La preuve, c'est que là, ça ne marchait pas, mais là, ça n'a pas mieux marché. Donc voilà. Donc il a eu un parcours, et il est revenu à la fin de sa vie, il est revenu au Parti Socialiste. Quand on est revenu habiter définitivement à Quimper, quand il avait quel âge quand il a arrêté de travailler, je crois qu'il avait 77 ans ou quelque chose comme ça, il a décidé quand même de prendre sa retraite. Et donc on est revenu à Quimper, parce que moi je suis d'ici. Hein. Moi je suis née à Châteaulin, j'ai fait toutes mes études secondaires à Quimper, mais une école que vous ne devez plus connaître, ça s'appelait La Retraite à l'époque. Maintenant c'est une maison de retraite. Et, dans la retraite. Hein, il y avait Sainte-Anne, La Retraite, Sainte-Thérèse, nous on était à ce qui s'appelait à La Retraite, et j'étais en pension pendant 8 ans. Mes parents habitaient à Châteaulin, et mon père, si vous connaissez un peu les cartes postales ou pas. Bon, mon père, je m'appelle Le Doiré, donc il y a des éditions de cartes postales sur ce Doiré, c'était mon grand-père qui l'a créé, mon père qui l'a fait, et après mon frère a suivi. Bon, donc ça veut dire que moi je suis bien bretonne, et donc j'ai été à Paris, après mon bac, faire mes études à la fac à Paris, et puis là j'ai rencontré mon mari, et je suis restée là-bas, voilà. Et après, on revenait souvent, puisque mes parents étaient en Bretagne. Et après, quand il a décidé de prendre sa retraite, il n'a pas voulu retourner ni en Touraine, il aurait pu aller dans le Midi aussi, parce qu'il avait de la famille en Midi, il a voulu revenir en Bretagne. Donc on est revenu définitivement en Bretagne Alors on avait déjà loué, on venait souvent tout le temps voir mes parents, mais après on se trouvait un peu compliqué. Donc depuis 87, on a eu une maison à Plomelin, puis après on est venu ici. Donc ça fait quand même un bail que nous étions à Quimper. Et là on s'est intégré à la vie quimpéroise, à la résistance. Et donc quand on est revenu à Quimper, il s'est réinscrit au Parti Socialiste. Et donc il a été, quand Bernard Poignant s'est présenté pour la 3e fois, je crois, à la mairie, il a été le président de son comité de soutien. Lui, quand il parlait, il ne parlait jamais des Allemands, enfin très rarement, ça pouvait lui échapper, c'était toujours les nazis. Hein, et je vous ai dit tout à l'heure, il était anti-Hitler, anti-Staline. C'était donc ni pour les communistes, ni pour les... Ça paraît bizarre, mais Trotsky et les communistes, c'était un petit peu... Il n'y avait pas tout à fait les mêmes idées. Au point de départ, c'est la même chose. Et donc, c'est les idées qui combattaient. Et alors, par exemple, il n'a jamais supporté de voir un uniforme allemand sur les trottoirs à Paris. Il ne supportait pas ça, c'est pour ça qu'il a résisté, vous voyez, rentrer avant. Hein. Et il avait horreur de voir parce qu'ils étaient à Paris, dans son pays, quoi. Et en plus, il disait, nous, c'était nous qui étions obligés de descendre des trottoirs, c'était pas eux. Ils nous faisaient descendre des trottoirs. Donc, c'est surtout l'idéologie, puis le fait que son pays était envahi et qu'il n'y avait pas de raison, il voulait la liberté, comme les Ukrainiens, ils ont été envahis, comme les Palestiniens ont été envahis. Enfin, quoi que c'est commencé, mais enfin bon, il y a toujours un moment. Hein. Voilà, donc c'était ça. Il voulait récupérer son pays libre, et il n'était pas du tout dans les idées, évidemment, des nazis, hein, donc d'Hitler et Staline, pareil, après, quand ils se sont alliés. Moi, je trouve que le sujet n'est pas évident. Vous le trouvez évident, vous? Parce que le sujet, c'est résister à la déportation. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est très vaste. Il y a beaucoup de moyens de résister. Voilà. Après, c'est intéressant. Et puis, je pense que les résistants, c'était pas pour éviter la déportation je veux dire, ils résistaient d'abord. Après, quand ils étaient arrêtés, ils ont été déportés. Mais je trouve qu'on a trop lié les deux. Mais c'est vrai que d'un côté aussi, c'est vrai que... Mais tous les résistants, heureusement, n'ont pas été déportés.
Oui. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été déportés. Je crois que Madame Lemoine avait déjà montré ce Ouais. document. Comment? Notre professeur avait déjà donné. Ah, vous avez donné ça, bon, bah alors oui. Et il y a une revue, tous les ans, il y a une association qui est chargée de faire un petit livret sur le concours. Et cette année, c'est la Fédération pour la Fondation pour la mémoire de la résistance, je crois qu'il le fait. Et si vous le retrouverez intégralement sur Internet. D'accord. Maintenant, c'est pas ça qui fera votre devoir, hein, parce que votre dossier à vous doit être personnel. Enfin, un peu personnel, mais dans le sujet. Si vous êtes hors sujet, vous ne serez pas sélectionné. Même si c'est fabuleux ce que vous faites, et on en a vu des fabuleux, bon, on ne peut pas les prendre parce que c'est hors sujet. C'est la règle, hein, c'est l'inspection académique qui le dit. Et après, l'important, c'est d'être un petit peu original, différent des autres, parce que tout le monde a les mêmes sources. Donc, il faut que vous apportiez votre touche personnelle, vos idées un petit peu aussi. C'est bien aussi d'ouvrir sur l'avenir, sur ce qui se passe maintenant aussi. Hein. Je pense qu'on a dû vous le dire, non? Non, pas trop. On pensait Vous n'avez pas eu de plutôt- réunion? En fait, on a une heure de cours de cours où on fait notre projet. En fait, on pensait que c'était mieux d'éviter les sujets politiques pour pas faire trop, comment dire, Oui, de trucs compliqués. Mais- Clivant. ouais, clivant surtout. Oui, mais faire de la résistance et la déportation, c'est pas faire de la politique. Là, après, moi, je vous ai parlé de la politique parce que mon mari faisait ça. Mais on avait plein d'autres copains résistants qui étaient de gaullistes. Enfin, mon mari était gaulliste aussi, enfin, peu importe, qui étaient de droite, de gauche. Il y avait ils se sont tous, hein, d'ailleurs. Normalement, le CNR, donc le Conseil national de la résistance, a été créé par De Gaulle sous l'impulsion de Jean Moulin pour réunir tous les groupes de résistants qui avaient toutes les opinions de tous les côtés. Il y avait Manoukian, c'était quand même les mouvements ouvriers, il y avait l'armée, il y avait les FTP, les communistes, et tous, on a essayé de tous les réunir. Pas toujours très bien marché, mais bon, on essaye. Donc voilà. Et vous avez déjà un projet à peu près établi ou pas, non? Vous allez y travailler là? On va profiter des vacances pour peaufiner Pour oui, nos idées et mettre en œuvre ce qu'on a déjà pensé. Oui, Vous voulez faire quoi? Une vidéo, quelque chose? alors, Un texte écrit ou quoi? justement, pour l'instant, on récolte différents témoignages. D'accord. à gauche, Et à après, vous droite. déciderez en fonction de ce que vous Et, avez. on pense diriger vers un résultat vidéo. D'accord. En fait, on voulait faire une reconstitution un peu, je sais pas si vous voyez les documentaires d'Arte où Oui. ils font, où ils recréent un petit peu les moments avec ce qui s'est passé derrière en fond sonore. Et du coup, on aimerait bien faire quelque chose comme ça. D'accord. Après, assez court. Mais vous avez des images, vous avez des moyens d'avoir des images de l'époque? Je pense qu'on peut en trouver, mais il faudra prendre du temps pour chercher. Ouais, pour chercher, oui. Parce que moi, vous savez, il ne faut pas oublier que par les archives du cinéma, rien, on photographiait rien, ils gardaient rien, les résistants, il fallait surtout rien garder. Hein. Moi, j'ai très peu de documents de Maurice, hein. Très très peu. Hein. De l'époque, je parle de la guerre. Hein. Rien n'était. Alors, quelques-uns ont réussi à avoir des choses, mais pour Maurice, c'est pas grand-chose. Alors, son arrestation, c'est une histoire un peu bête, finalement. Il avait recruté, je vous ai dit, c'était plus ou moins recruté des gens pour aller se renseigner, et puis lui, il regroupait, il envoyait à Paris. Et il avait recruté 2 jeunes, qui avaient peut-être 2 ou 3 ans de moins que lui, enfin bon voilà, et qui ont été arrêtés, et qui ont parlé sur la torture. Donc ils ont donné plusieurs noms, dont celui de Maurice. Enfin, ils ont été une dizaine arrêtés en même temps. Et Maurice, bêtement, il s'est fait arrêter bêtement parce qu'il était allé à une ancienne adresse où il habitait. Et il avait fait livrer un sac de pommes de terre. Parce qu'à l'époque, on ne mangeait pas à sa faim et c'était très compliqué de manger. Donc il voulait récupérer un sac de pommes de terre pour sa famille et sa belle famille, donc la famille. Et en fait, il n'habitait plus là, mais il est allé chercher et il est monté. Et il y avait les Allemands et les Français. D'ailleurs, c'est bien raconté dans le bouquin, il dit qu'il y a un gendarme qui a été très gentil, qui lui a dit, écoute, si tu as quelque chose à cacher, tu vas aux toilettes, tu mets dans la toilette. Mais il l'a fait parce qu'il avait des papiers qui n'étaient pas... Mais il a été arrêté quand même.
Et ensuite, ce gendarme-là lui a été reconnaissant. Et ce gendarme-là, à la fin de la guerre, a été jugé comme collaborateur. Et Maurice l'a défendu, en disant qu'il n'a pas la preuve, il l'avait aidé, il l'avait sauvé un petit peu. Il aurait peut-être été fusillé tout de suite s'ils avaient trouvé ses papiers. Alors que là, bon, il a été en déportation, il en est revenu, il a eu de la chance. Hein, mais ça, d'un côté, parce que certainement il est revenu de déportation, parce qu'il a été arrêté assez tard, hein, c'était en 1944, je me rappelle, et qu'il était en très bonne santé, qu'il faisait du sport, voilà, il a fait beaucoup de basket, et il courait le 100 mètres, enfin, c'était un bon sportif de l'époque. Et c'est ça qui a fait que, voilà. Et puis il avait appris, alors, donc ils se retrouvaient tous dans le camp de concentration de Compiègne avant d'être répartis dans toute l'Allemagne. Et là, il avait rencontré un monsieur, un scientifique qui s'appelle Marcel Prenant, qui lui avait appris comment se protéger pour moins souffrir et avoir moins froid. Et d'ailleurs, si vous lisez le livre, vous verrez, il explique bien dans le livre. Les journaux, il fallait bien les mettre. Fallait pas, les gens mettaient les journaux parce que leur tenue de déporté, hein, c'était rien du tout. Donc ils mettaient des journaux en dessous, mais s'ils n'étaient pas bien chevauchés ou cousus, ben, les gens attrapaient froid. Et lui, on lui avait appris aussi, il fallait s'appuyer sur les murs. Il fallait pas être au maximum, quand on peut, s'appuyer sur les murs pour récupérer. Donc voilà, il avait appris plein de petits trucs comme ça, et ça l'a aidé, d'évidence, il pense, hein, que ça l'a aidé, ça l'a sauvé. Et puis ben, lui-même a fait, voilà, il le dit, d'ailleurs, moi je connais tout ça par cœur. Il a donné un morceau de pain à travers la grille dans un camp de concentration à un médecin lyonnais qui avait un bras en moins et qui apparemment avait plus faim encore que lui. Et dit-il, mais ça, il lui a sans doute sauvé la vie. Après, voilà, bon, c'est la vie. Alors bon, ils ont changé, ils déménageaient, quand ils habitaient à Paris, ils déménageaient dans différents endroits, sous des différents noms dont je vous ai donné là. Il y avait le gros, le gris. Il a fait aussi, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser non, ça, il était pas, c'est pas lui qui a arrêté Herriot, qui a été fusillé, mais on a raconté l'histoire. C'est un copain à lui. Il a travaillé un petit peu chez Renault, je vous ai dit, il allait changer d'usine, mais après, après, par exemple, pour faire d'autres sabotages, il a été travailler ailleurs, il a été à travailler dans une usine, SKF, pour pouvoir justement donner des renseignements pour qu'on puisse bombarder cette usine. Donc il transmettait les bombardements à Londres. Il a été dans une autre usine aussi qui s'appelle, c'est pas Cheratier, je ne me rappelle plus, c'est marqué dans le bouquin. Et là aussi, il a donné les renseignements, sauf que les Américains sont venus un jour trop tôt. Et il n'était pas informé, donc ils ont bombardé un peu, et puis il s'est retrouvé propulsé par le choc de la bombe. Il a traversé le pont d'ici sur le ventre pour se retrouver de l'autre côté. Et ils sont revenus après, 1 ou 2 jours après, avec une bonne information, parce que tout ça se faisait par radio. Hein. Là, ils disent, ils avaient des mots-clés. Là, c'est Tante Ursule vient vous apporter la confiture tel jour. Évidemment, ils se sont trompés. Alors après, ils ont rectifié, si mes souvenirs sont bons. D'ailleurs, ils sont bons, je suis sûre. Tante Ursule apportera la confiture, voilà, c'est là. Hein. Voilà, et donc, voilà, ils reçoivent un autre message. Et après, le groupe mobilisé sur l'opération reçoit un autre message, donc c'était son groupe, hein, un autre message dans lequel Tante Ursule s'excuse de ne pas avoir allumé la confiture. Il indique qu'elle repassera. Cette fois, des avions britanniques bombardèrent en piqué l'usine et sérieusement endommagés. Plusieurs victimes, voilà. Donc voilà, là après il dit qu'il a été parachuté en Alsace. Il devait faire un petit Londres. Après il a été aussi parachuté dans un autre endroit. Alors la résistance, c'est plein de petits... C'est pas un acte précis, c'est plein de petits actes. Plein de renseignements, comment c'est savoir, par exemple, je vous ai expliqué les officiers, les choses qui étaient là, ou alors les renseignements pour donner des coordonnées. Sa belle-sœur, par exemple, qui a travaillé avec l'organisation Todd,
C'était l'organisation qui était chargée de surveiller la construction du mur de l'Atlantique dont je vous ai parlé. Et comme elle parlait relativement allemand, puisque c'était la sœur de sa première femme, donc elle parlait juif, donc c'est très proche d'allemand, elle a donné beaucoup de renseignements aussi. Et donc à Maurice, et bien sûr, et tout ça. C'était plein de petits boulots comme ça, et c'était très éparpillé, et c'est comme ça que ça marchait. Hein. C'était un peu compliqué pour lui, parce que d'abord il a changé très souvent de camp, il est resté 3, 4, 5 mois dans chaque camp, hein, parce que les Allemands arrivaient. Alors le premier camp à Neuengamme, là, c'est là où il est arrivé d'abord, et là il était chargé de déblayer les bombardements faits par les Alliés. Donc il récupérait plein de corps, une botte, voilà, c'est à qui, est-ce que tu as l'autre botte, etc. Ça, là, il en a eu marre de faire le croque-mort. Donc quand on a demandé un faillite mécanicaire, il a levé la main. Et puis en plus, là, les communistes lui avaient dit, si tu restes ici, on te fusille. Parce qu'ils étaient en opposition. Ah oui. Il était trotskiste. Ouais, et les tout à fait. stalinistes, là. Voilà. Donc voilà, donc il a trouvé un moyen de partir. Là, Mauthausen, il n'est pas resté très longtemps, il a jamais travaillé, si vous voulez, sur vous savez, l'escalier dont on parle, Mauthausen. Je ne sais pas si on parle de l'escalier qui était très haut. Et après, bon, il a fait les autres camps. Donc il n'a vraiment jamais eu le temps de s'intégrer vraiment à un groupe. Ils se voyaient entre eux, ils partageaient, mais c'était pas des copains, enfin, je ne sais pas comment expliquer. Il y avait de l'entraide, mais il y avait aussi des vols. Hein. Parce qu'une fois, il avait gardé un morceau de pain, il l'avait mis sous son oreiller, le lendemain, il ne l'a pas retrouvé. Ils étaient tellement épuisés qu'il dormait et on ne se rendait pas compte qu'on lui piquait son pain. Lui, il en a donné, mais bon, voilà. Maurice ne fumait pas du tout non plus. Donc, quand il a eu un moment, il y a eu des paquets de la Croix-Rouge, il échangeait ses cigarettes contre du pain. Ça, c'était des échanges. Il y avait des échanges de la fraternité, des échanges très bien. Et puis d'autres, ben voilà, ils avaient tellement faim que... Voilà, ils piquaient aussi, faisaient ce qu'ils pouvaient pour sauver leur peau. Alors, vous voyez, quelques colis, Maurice n'en a pas eu beaucoup, mais certains ont reçu plus que d'autres régulièrement, notamment les prisonniers, pas les déportés. Hein, les déportés, il y en a quelques-uns, mais surtout les prisonniers, c'est différent, vous voyez, vous savez la différence entre prisonniers et déportés. On nous avait expliqué. Les prisonniers, c'est ceux qui ont été arrêtés pendant la guerre, hein, quand ils combattaient, et ils allaient dans ce qu'on appelait les camps de prisonniers, beaucoup plus souples, entre guillemets. Hein. On est quand même une prison, c'est une prison. Enfin, ils avaient à peu près normalement à manger, et les conditions n'étaient pas terribles, comme la déportation. Par contre, la déportation... Alors, vous savez la différence aussi, qu'il y avait la déportation des gens comme Maurice résistants, des gens arrêtés pour leurs opinions, ou leur statut, les juifs par exemple. Hein. On parle beaucoup de la Shoah. Hein. Il y a des gens qui ont été arrêtés comme juifs, rien que comme juifs. Par exemple, Simone Veil, elle a été arrêtée parce qu'elle était juive. Mais sa sœur aînée, elle a été arrêtée aussi, mais elle a fait de la résistance. Mais Simone, elle était trop jeune. Voilà, il y a différentes déportations. Déportation pour résistance, déportation pour fait, bon, par exemple, les juifs, les tziganes, hein, tous ces gens-là, les homosexuels. Tout cela ont été déportés, pas parce qu'ils ont fait de la résistance, pour leur opinion, leur manière de vivre, etc. Et il y a une distinction. Mais ceci dit, alors, on vous a dû vous expliquer ça, la différence entre les camps d'extermination et les camps de déportation. Voilà. Lui, il n'a jamais été dans un camp d'extermination. Mais ceci dit, les camps qui étaient dans les camps, les autres camps, ils étaient tous condamnés à mourir. Les Allemands voulaient qu'ils travaillent au maximum. Et après, ils s'en fichaient, quoi. Ils les faisaient travailler, et puis ils les laissaient mourir, s'en foutaient. Mais c'était pas, il passait pas au four à gaz comme les juifs. C'est pas pareil, c'est pas, ou les homosexuels, ou les tziganes, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une différence, et ça, beaucoup de jeunes ont tendance à, pas les jeunes, vous y êtes pour rien, les professeurs ont tendance à pas trop faire la distinction. Et pour eux, c'était très important. Ceci dit, on était tous déportés, hein, ils ont tous été déportés, donc ils défendaient les mêmes opinions, les mêmes choses, hein, mais ils n'ont pas été arrêtés pour la même chose. Voilà. Si vous voulez, il a arrêté de travailler, on a arrêté de travailler quand c'est revenu en Bretagne. Là,
Moi, il en a très très peu parlé quand on était à Paris, quand on travaillait. Très très peu, de temps en temps. Je n'avais pas dû entendre parler de ça, mais il y a eu une série américaine dans les années 70, 75, je pense, je ne sais plus, qui s'appelait Holocauste, qui racontait la vie un peu dans les camps de déportation. Et là, pour la première fois de ma vie, je l'ai vu pleurer. Alors qu'avant, il ne m'avait jamais pratiquement rien dit. Je savais qu'il avait été déporté, mais il n'en parlait pas du tout. Il a commencé à en reparler quand on est revenu ici, peut-être parce qu'il était libéré du travail et puis il estimait qu'il fallait peut-être aussi témoigner.